Fréquence ESJ. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 20h l'invité, le rendez-vous politique de Fréquence ESJ. Avec nous ce soir en direct jusqu'à 21h, la sénatrice Génération du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous accompagnez donc jusqu'à 21h ce soir dans ce nouveau numéro de 20h l'invité. Et tout au long de l'émission, nous reviendrons avec vous sur votre parcours personnel et politique. Nous reviendrons entre autres sur votre départ du Parti Socialiste pour rejoindre le mouvement Génération de Benoît Hamon. C'est dans quelques instants avec Camille Garcet et Hugo Franceschi. 20h l'invité, c'est aussi l'actualité politique en France et à l'étranger. Deux réformes sont à l'honneur ce soir, celle de l'éducation mais aussi celle du service public. Nous en parlerons dans 15 minutes avec Hugo Franceschi et Yanis Darras. Nous reviendrons également sur le référendum concernant la privatisation d'Aéroports de Paris. Le projet doit récolter près de 5 millions de signatures pour se concrétiser. Nous aborderons aussi deux thèmes majeurs de l'actualité, le cas de Monsanto, condamné à verser près de 2 milliards d'euros à un couple d'Américains. Et nous parlerons aussi des élections européennes. Le scrutin, c'est le 26 mai prochain, dans moins de 2 semaines. La campagne a, elle, commencé officiellement hier. Et enfin, nous terminerons l'émission avec l'agenda politique de la semaine. L'occasion de connaître les prochains événements et d'en parler avec vous, Sophie Taillé-Polian. 20h l'invité, c'est avant tout votre rendez-vous politique. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement simple. Rendez-vous sur la page Facebook de Fréquence ESJ ou sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité avec la sénatrice du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian. C'est en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Mais avant de commencer véritablement cette émission, nous avons une manière un peu originale de présenter nos invités à ceux qui ne les connaissent pas ou qui ont envie de les connaître un peu plus en profondeur. Et c'est avec Camille Garcet qui est à côté de moi. Bonsoir Camille. Bonsoir Antoine Hermite, bonsoir Sophie Taillé-Polian. Alors je ne vais pas tergiverser plus longtemps, je vous laisse Camille à la présentation. Militante socialiste, Sophie Taillé-Polian. Dans la ville de Villejuif, elle commence doucement. Ses valeurs pour la gauche, plus solides qu'un bout de ciment. Ce n'est là que l'ébauche de votre vrai positionnement. Un passage éclair sous l'étiquette des Verts. Pourquoi s'être retiré du groupe, cela reste un mystère. 24% au premier tour seulement. Vous décidez de partir, vous pouviez gagner facilement. Une série de défaites vous mène à Benoît Hamon. Ah, c'est peut-être pas par hasard que vous faites cette rencontre. La même longueur d'onde ensemble, vous changerez le monde. La sénatrice en fonction rejoint Génération. Ouh, vous lâchez le PS sans qu'on vous le demanda. Et vous n'êtes pas bête, vous gardez vos mandats. Séduite par Benoît Hamon, vous tentez l'aventure. C'est alors que commencent les mésaventures. 88,2, c'est le nombre de partis de gauche. Pour Génération, seulement 2% c'est hoche. Pas faute de vouloir le faire, mais personne veut d'alliance. Même du côté des Verts, on vous laisse pas votre chance. Non, non, personne veut de vous. Non, non, on comprend rien du tout. 9 partis de gauche, non, personne veut de vous. Sophie Taillé-Polian, on comprend rien du tout. Camille Garcet, donc, qui a dressé votre portrait, Sophie Taillé-Polian. Alors déjà une première chose, est-ce que vous avez des choses à rectifier là, Alors oui, parce que j'ai pas compris le moment où j'étais chez les Verts, parce que j'ai jamais adhéré au parti des ELV. Quand vous étiez en tête de liste avec le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Alors en fait, c'était un binôme pour les cantonales, donc c'est une alliance avec les Verts, parce que j'avais déjà, et vous comprendrez qu'à Génération, on a ce côté gauche écologiste. J'avais déjà beaucoup envie de travailler avec les écologistes, et notamment ceux d'Europe Écologie Les Verts. C'était surtout pour mettre en valeur votre rapprochement avec tous les partis de gauche un petit peu, et surtout les Verts aussi. Alors justement, des choses qui pourraient amener à se faire dans le futur, pourquoi pas travailler main dans la main avec Europe Écologie Les Verts, puisqu'on en parle? Ah bah, nous on aurait beaucoup aimé, et d'ailleurs il y a certaines personnes qui étaient chez Europe Écologie Les Verts qui ont rejoint Génération, donc on aurait aimé que cette union soit possible. Donc ça ne s'est pas fait de votre côté. Ça ne s'est pas fait, Yannick Jadot n'a pas souhaité le faire, et puis après finalement au fur et à mesure que les débats avaient lieu, on a entendu cette petite musique s'installer que pour Yannick Jadot, eh bien, le problème n'était pas de reconstruire la gauche. Pour nous c'est un vrai recul par rapport à l'histoire des écologistes dans ce pays, qui avait déjà depuis longtemps prôner le fait qu'une vraie écologie radicale, c'est-à-dire capable de répondre à l'urgence climatique, elle se positionnait à gauche parce qu'il n'était pas possible de prendre les décisions qui s'imposent dans le cadre d'une économie telle qu'elle est complètement dérégulée. Et là, on voit ce petit glissement et c'est pour ça qu'on a un petit problème. On aura l'occasion d'y revenir justement. On abordera la question des européennes, mais également votre parcours dans quelques instants. Merci Camille Garcet. Fréquence ESJ.
Avant de revenir plus en détail sur votre parcours, Sophie Taillé-Polian, nous avons une autre tradition dans 20 ans l'invité, c'est le mot du jour. Un mot en fait pour désigner un événement qui a marqué la journée et sur lequel nous avions envie de revenir quelques instants. Et cette semaine, la rédaction en a exceptionnellement choisi 2 qui se rejoignent, hommage et questionnement. Hommage puisque le président de la République Emmanuel Macron l'a rendu ce matin aux soldats, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello aux Invalides. Les 2 hommes ont été tués lors d'une opération de sauvetage au Burkina Faso dans la nuit de jeudi à vendredi. Une opération qui a permis de secourir entre autres 2 Français. Le président de la République a loué la bravoure des 2 hommes. Il leur a remis la Légion d'honneur à titre posthume avant une minute de silence et la Marseillaise. Et cet après-midi, ce sont les députés qui ont eux aussi observé une minute de silence à l'Assemblée nationale. Hommage donc, mais aussi questionnement, puisque le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a assuré que les 2 touristes enlevés donc le 1er mai avaient été dans une région considérée depuis longtemps comme une zone rouge. Autrement, une zone où il est fortement déconseillé de se rendre. Une manière de dire que leur enlèvement était évitable, tout comme la mort des 2 militaires donc. Seul bémol, le parc de la Pendjari dans lequel ont été kidnappés les 2 touristes n'était pas classé en zone rouge lors de l'enlèvement. Et jusqu'au 10 mai dernier, la zone était classée comme déconseillée, sauf raison impérative. Alors Sophie Taillé-Polian, ma question est extrêmement simple. Est-ce que Jean-Yves Le Drian a-t-il eu raison de faire ces déclarations ? Bien non, évidemment, parce que quelque part, il donne une responsabilité à ces 2 touristes. Et c'est vrai que les journalistes ont regardé quelles étaient les informations exactes qui avaient été mises en ligne par le site du ministère des Affaires étrangères. C'est pas du tout ce qu'il avait dit. Donc, il y a eu de longs mois où cette zone était considérée comme sûre. Puis, ça a brusquement changé, mais je ne sais pas quelles étaient les dates de leur voyage, mais on consulte pas. Quand on voit que la zone est sûre et qu'on part en voyage, on consulte pas forcément tous les jours, toutes les heures, le site du ministère des Affaires étrangères. Donc moi, je considère quand même que c'est grave de faire ça, parce que ces 2 personnes qui ont déjà vécu une expérience quand même très traumatisante, après, on leur met sur le dos la responsabilité du décès tragique. Et évidemment, j'en rends hommage à ces 2 soldats qui ont été héroïques, mais on responsabilise les 2 otages, et je trouve que ce n'est pas normal. Alors, il faut que le gouvernement, les membres du gouvernement arrêtent de maquiller un petit peu la vérité et de prendre comment dirais-je, je trouve pas le mot, mais je pense qu'on a tous compris des libertés avec la réalité. On attend de ministres quand ils s'expriment officiellement, on attend qu'il soit précis et qu'il nous donne des faits que les journalistes n'aient pas besoin d'aller vérifier, c'est quand même incroyable. Moi, je trouve que ça me scandalise. Si on a le respect de sa propre mission en tant que ministre, on doit, quand on dit des choses, être sûr de ce qu'on dit. Et bon, on espère en tout cas que le message est passé. Merci Sophie Taillé-Polian. Fréquence ESJ. Après donc le portrait original de Camille Garcette, on continue avec vous, toujours d'en apprendre un peu plus sur votre parcours, mais cette fois-ci ça va être un peu plus calme, c'est avec Hugo Franceschi. Bonsoir Antoine, bonsoir Sophie Taillé-Polian. Alors votre engagement politique commence en 1992, vous avez alors 18 ans et vous intégrez l'UNEF-ID, c'est-à-dire l'Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique. Là-bas vous défendez la démocratisation de l'entrée à l'université et l'accès à la culture pour tous. Alors on le voit bien depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la question de l'enseignement a été centrale et a soulevé de nombreuses protestations, notamment dans les facs l'an dernier ou bien cette année dans les lycées. Selon vous, Sophie Taillé-Polian, est-ce que le gouvernement est actuellement sur la bonne voie en matière d'enseignement ? Il est sur la bonne voie pour l'américanisation de notre société. Il est sur la bonne voie pour mettre en place son projet libéral. Parce qu'en fait, on est dans une situation, on a le sentiment qu'on trie les élèves. Et finalement, on les trie le plus vite possible. Alors vous pensez à la réforme, je pense notamment à Parcoursup, bien entendu, puisque sur des éléments qu'on dit objectifs, qui sont les notes. Mais on sait très bien que les notes ne sont pas du tout des éléments objectifs, puisqu'il y a l'examinateur, il y a la façon dont la copie est rédigée, même l'écriture, etc. Donc les notes ne sont pas objectives, mais on fait semblant que c'est objectif pour classer les étudiants. Et puis parfois, à quelques dixièmes de points derrière la virgule, on va dire à un étudiant: tu as le droit de faire ce que tu veux ou tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Donc non, on n'est pas du tout, à mon avis, dans le bon sens et dans un projet qui permet à la jeunesse de se projeter dans l'avenir de manière positive. Pour vous, c'est un échec Parcoursup ? Pour moi, en tout cas, c'est pas la vision que j'ai de l'avenir qu'on doit proposer aux jeunes et de la façon dont on peut leur permettre de se projeter dans leur avenir, de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de cultiver en moi pour apporter à la société. On est sur le fait de les faire flipper au quotidien sur chaque note. Enfin, faut voir que maintenant en première, chaque note pour les élèves, c'est mince, si je fais tomber ma moyenne et l'année prochaine je vais pas être pris, etc. Les jeunes, ils ont aussi besoin de pouvoir vivre
vivre leur vie un petit peu, Justement, grandir, en parlant de la sans vie être dans ce stress permanent. de la vie des jeunes, justement, Sophie Taillé-Polian, est-ce que vous pensez qu'au niveau de la culture, le gouvernement en a fait assez également ? Bah écoutez, au niveau de la culture, je pense que ce qu'on voit, c'est quand même principalement... Est-ce qu'il la rend assez accessible ? Non, on n'est pas dans la situation où on a une grande politique culturelle qui devrait pour autant prendre toute sa place, parce que crois qu'il a quand même fait le pass culture. Il a quand même fait le pass culture à 500 € quand même par mois pour que ce soit des étudiants ou même des élèves du collège, 500 € par mois dédiés à la visite de musées. C'est quand même le premier président à avoir fait ça. Oui, enfin après il y a eu quand même dans l'histoire des politiques culturelles des moments, qu'on pense à Malraux, qu'on pense à Jack Lang, où les politiques culturelles ont quand même eu une autre envergure. Après, moi, je suis favorable au pass culture et au fait qu'on permette aux jeunes d'avoir accès à la culture sans, je dirais, leur dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Parce que je pense aussi que la culture, c'est le choix de chacun d'aller vers ce qu'il aime et ce qu'il a envie de découvrir. Pour autant, les politiques culturelles aujourd'hui, on voit pas le gouvernement très enclin à les développer, mais davantage peut-être sur le patrimoine, sur les choses un peu fixes, plutôt que sur le spectacle vivant et la création. Et donc ce qu'on peut craindre, c'est que au niveau culturel, le compte n'y soit pas, ou en tout cas pas un niveau d'ambition suffisant. Et alors on va continuer quand même sur votre parcours, puisque l'enseignement, on y reviendra tout à l'heure. En 1995, vous avez seulement 21 ans et vous entrez donc au Parti Socialiste. En 2016, vous soutenez Benoît Hamon lors de la primaire de gauche face à Manuel Valls. Puis vous décidez un an plus tard de quitter le Parti Socialiste. Pourquoi ? Bien écoutez, oui, ça faisait déjà fort longtemps que j'étais au Parti Socialiste, mais je crois que depuis 2005, ça va vous sembler très ancien, vous qui êtes plus jeune que moi, mais il y a eu ces questions sur le référendum sur l'Europe. De Maastricht. Et finalement, il y a eu beaucoup de débats qui n'ont pas forcément été tranchés et qui ont fait que il y a eu beaucoup d'ambiguïtés. Oui, mais il y a eu beaucoup d'ambiguïtés qui ont perduré. Et je crois que justement maintenant, il faut qu'on sorte de ces ambiguïtés. Et quand je vois que le Parti Socialiste aujourd'hui s'allie avec Glucksmann, qui commence par dire du mal du Parti Socialiste, puis qui dit, et je dis, je n'irai pas au groupe du Parti Socialiste au Parlement européen. Olivier Faure a fait une erreur. Et puis finalement, il dit, ah bah si, finalement, je vais y aller. Et puis qu'après, on apprend que ce groupe du PSE, il va y avoir beaucoup de députés européens, qui seront beaucoup plus nombreux que les députés européens français, qui vont être sur une ligne d'alliance avec Macron. Vous voyez, ces sortes de trucs où on ne sait pas où on va et où c'est pas clair. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes de politique, pour que les gens s'y retrouvent et s'y réintéressent, il y a besoin de clarté dans les convictions, de clarté dans la stratégie et de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Et on va continuer justement à parler clairement des autres sujets qu'on va aborder dans cette émission. Merci Sophie Taillé-Polian, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, 20h15, toujours en direct dans 20h l'invité jusqu'à 21h. Dans quelques instants, nous reviendrons toujours avec notre équipe et avec notre invitée, la sénatrice Génération du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian. On parlera donc de la réforme de l'éducation, mais aussi de celle du service public. C'est dans quelques instants, juste après Jack Jones, All Day, All Night sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. 20h18 sur Fréquence ESJ, vous êtes toujours en direct dans 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction, toujours avec notre invitée Sophie Taillé-Polian, sénatrice Génération du Val-de-Marne. Le projet de loi pour une école de la confiance du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer était présenté aujourd'hui devant le Sénat. En février, le texte était voté à l'Assemblée nationale, mais les syndicats continuent d'exprimer leurs craintes sur plusieurs articles de la loi. Sophie Taillé-Polian, Hugo Franceschi a quelques questions à vous poser à ce sujet. Oui, Sophie Taillé-Polian, le vote au Sénat aura lieu le 21 mai prochain. Est-ce que vous allez donner votre avis favorable pour ce projet de loi ? Non, je ne suis pas favorable à ce projet de loi parce que il comporte un certain nombre de risques et de dangers pour l'éducation nationale. Comme lesquels ? Alors, par exemple, il y a tous ces débats sur le premier article de ce projet de loi, donc qui a commencé aujourd'hui au Sénat. Le devoir d'exemplarité. Le devoir d'exemplarité, dont on ne sait pas bien à quoi il sert. Alors le ministre nous dit non mais vous inquiétez pas, de toute manière ça sert à rien, ça n'a pas vraiment de portée législative. Et puis dans le même temps, on voit quand même des pratiques assez autoritaires depuis qu'il est ministre sur un certain nombre d'enseignants, notamment d'enseignants syndicalistes. On voit aussi que dans ce texte de loi, il nous promet de respect et soutien
quotidien des professeurs dans le même article. Et puis en fait, quand il y a des enseignants qui sont en difficulté vis-à-vis de leurs élèves, vis-à-vis de parents d'élèves, eh bien les rectorats sont absents. Donc on peut craindre que dans cette dérive autoritaire que prend le gouvernement d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron, là, et on l'a vu sur beaucoup de projets de loi, eh bien ce soit un petit peu une tentative d'empêcher les enseignants d'être par trop vindicatifs. D'ailleurs, en Val-de-Marne, j'ai discuté avec beaucoup d'enseignants qui sont venus me voir et de plus en plus me disent ne me citez pas, ne dites pas. Il y a quand même un climat qui est tout à fait inquiétant dans une profession. Mais est-ce que ça, c'est pas de la crainte aussi ? Est-ce que c'est pas de la crainte qui est un peu instillée aussi par les syndicats d'enseignants ? Parce que certes, il y a effectivement cet article 1 qui parle du devoir d'exemplarité des professeurs. On a aussi une mesure par rapport à un conseil d'évaluation des écoles qui sera composé de 14 membres pour évaluer le niveau des écoles. Mais est-ce que Jean-Michel Blanquer ne fait pas ça aussi pour avoir une meilleure vision, une vision en interne, à l'intérieur même des écoles ? Mais à quoi ça sert de classer les écoles ? Mais ça peut, par exemple, jouer sur le niveau, à la fois sur le taux d'affectation. Si par exemple, vous avez une école... On a déjà des instruments de mesure. On a déjà un certain nombre de mesures qui permettent de voir où en sont les élèves et de voir également sur la mixité sociale, etc. Et ça porte ses fruits aujourd'hui, selon vous ? Écoutez, non, mais c'est pas forcément les mesures qui posent problème, mais les solutions qu'on met en face des conséquences qu'on tire des mesures. Hein ? Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a effectivement... le dédoublement des CP et CE1, mais que ça se fait au détriment de tous les autres, puisqu'on prend des enseignants dans la majorité des écoles et on les met pour dédoubler uniquement CP et CE1 dans les quartiers les plus défavorisés. Alors là, on crée des bonnes conditions pour les CP et CE1 des quartiers défavorisés, mais on déshabille Pierre pour habiller Paul, et donc la situation se dégrade dans les autres écoles. Donc pour vous, on donne à l'un pour reprendre à l'autre, et en plus on cherche à contrôler mais on cherche à contrôler donc selon vous les enseignants, les syndicats d'enseignants, on cherche à les observer. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on cherche un petit peu aussi à instiller une sorte d'inquiétude, de peur pour aller manifester ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on cherche un petit peu à faire en sorte dans cette société que les journalistes, je m'adresse à vous puisque vous êtes des étudiants en journalisme, on les met devant la DGSI quand ils font des enquêtes sur les ventes d'armes, que les journalistes on les empêche de faire un peu leur travail pendant les manifestations. Sophie Taillé-Polian, là on parle de l'éducation. Et oui, mais on est dans un climat qui s'instaure et qui, moi, m'inquiète au plus haut niveau. Pour vous, cette réforme, elle répond pas aux revendications déjà exprimées, même sous la présidence de François Hollande, par les syndicats d'enseignants. Je parle notamment de la création d'un rectorat à Mayotte, ce qui va être acté, l'école obligatoire des 3 ans, mais aussi le fait de laisser la possibilité à certains établissements de choisir, par exemple, de faire des cours classiques de type mathématiques, français le matin et le sport l'après-midi. C'est exprimé depuis longtemps par les syndicats. Et ça dépend quoi ? Parce que là, vous me citez beaucoup de mesures qui sont très différentes dans leur nature. Alors, sur le rectorat à Mayotte, très bien. Moi, si l'article concernant le rectorat à Mayotte, je peux voter pour. Mais par contre, quand on propose de différencier justement certaines écoles par rapport à d'autres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des écoles qui seront mieux que d'autres. Et en plus, elles seront classées. Donc ça veut dire que les parents qui habitent dans les quartiers, mais bien sûr, les parents ils vont se dire « Oh non, mais moi je veux l'école à côté ». Et donc là, on va tuer toute mixité scolaire qui peut se créer dans des quartiers où on essaye encore, où il y a encore des maires qui essayent d'avoir de la mixité sociale. Donc déjà que l'école est en difficulté parce qu'on n'a pas répondu à beaucoup des sujets qui se posaient à elle ces dernières années, mais là on va accentuer. J'ajoute que bien sûr qu'il y a des choses qui devraient être faites et qui ne sont pas faites. On le voit sur le salaire des enseignants. On le voit aussi sur l'accompagnement des personnes, des enfants handicapés, qui est largement insuffisant et qui fait que les enseignants se trouvent dans beaucoup de cas désemparés, ne sachant pas s'occuper de ces enfants, comment faire pour les intégrer. Donc il y a beaucoup de sujets qui posent vraiment de graves difficultés, et la réponse de ce gouvernement, c'est de mettre les écoles en compétition les unes avec les autres, et c'est pas du tout de répondre aux vrais problèmes. Sur les maternelles à 3 ans, autre exemple, on peut dire c'est la super idée, moi je suis pour évidemment qu'on rende obligatoire l'école à 3 ans. Mais quand vous savez que dans le projet de loi, cela a pour conséquence que les mairies vont devoir donner une subvention supplémentaire aux écoles privées, sans que l'État compense, les mairies, vous vous rendez compte que certains budgets ils vont être bouclés comment ?
Donc en fait, ça mais c'est se traduit elles par n'ont quoi? pas le budget, Ça elles n'ont pas le traduit- budget, ces écoles privées, pour les peut-être parents accueillir payent. plus Les parents d'enfants payent. depuis 3 ans. Les parents payent. Et par contre, les écoles privées n'ont aucune obligation de mixité sociale. Les écoles privées ne mettent jamais en place de quotient familial pour que les parents, suivant leurs ressources, payent plus ou moins la cantine pour permettre aux enfants de manger. Donc, excusez-moi, mais je pense qu'il y a des conséquences de cette loi. Alors évidemment, on se dit c'est une bonne idée, l'école obligatoire à 3 ans, puis nous en France, on adore notre école maternelle et on y tient beaucoup. Moi, c'est une bonne idée. Mais à ce moment-là, soit qu'on exempte les collectivités de donner davantage d'argent aux écoles privées et qu'on mette davantage d'argent dans l'école publique. Pour vous, elle manque de moyens, cette réforme? Mais C'est bien ce que vous dites. sûr, tout se fait En à quelques budget mots. plus que constant. Tout se fait en réduction budgétaire. Donc, et moi, Pourtant, il y a au des Sénat, postes qui j'entends sont créés. sans arrêt l'addiction aux dépenses publiques. Moi, j'ai une addiction, c'est au service public, parce que le service public, c'est un outil de redistribution des richesses. Ah. Merci beaucoup Sophie Taillé-Polian, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. Le projet de loi de la réforme de la fonction publique a été annoncé jeudi. Au programme, plus de souplesse dans les contrats de travail ou encore les 35 heures pour tous les fonctionnaires. Le statut des fonctionnaires, lui, ne devrait pas être touché. Bonsoir Yanis Darras. Bonsoir Antoine, bonsoir Sophie Taillé-Polian. Bonsoir. Plus de souplesse donc au sein du service public, notamment en souplesse. ayant recours au CDD et au CDI. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Eh bien, je pense que ce n'est pas une bonne chose. On dit qu'on ne touche pas au statut des fonctionnaires, mais qu'est-ce que c'est le statut des fonctionnaires? L'emploi à vie, C'est notamment. le fait d'intégrer la fonction publique grâce au concours. Donc, Pourtant aujourd'hui, pourquoi le concours 20% des Pourquoi fonctionnaires le sont concours? en CDD Oui, parce ou en qu'on a, CDI. on a de plus en plus, au fur et à mesure du temps, ouvert des possibilités. Et là, on va encore plus loin. Pourquoi on fait un concours? On fait un concours pour éviter les recrutements de copinage. Et pour que ceux qui construisent le service public au quotidien et ceux qui Mais est-ce que ça ne accompagnent pénalise pas ceux qui accompagnent les décisions politiques le fassent de manière neutre. Mais donc c'est pour garantir la neutralité et de l'État et des collectivités et la continuité de l'État, même s'il y a des changements politiques. Ça, ce sont les principes qui sont issus de l'après-guerre. Et c'était des avancées pour que l'État agisse dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt soit d'un groupe politique, soit pire. Avec le fait de permettre et de trouver ça formidable qu'on fasse des allers et retours entre privé et public, on se retrouve avec des fonctionnaires qui font un petit peu de privé, qui font un petit peu de public et qui mélangent l'intérêt général Mais et ce l'intérêt recours privé. au CDD, au CDI, est-ce que ça va pas permettre aussi de répondre parfois à des besoins qui sont ponctuels? Je pense notamment au service hospitalier Et ça, c'est pendant déjà le cas. certaines périodes. Mais alors pourquoi vouloir plus de recours alors dans ce cas-là au CDD et au CDI? Mais parce que c'est une vision de libéralisation et de destruction de la Mais ça veut dire fonction quoi pour publique vous dans ses principes de neutralité et aussi parce que ça permettra d'avoir des variables d'ajustement plus simples pour les budgets. Mais pour vous, On ça veut voudra dire qu'on ne peut supprimer pas des passer postes du de privé fonctionnaires. au public, puis enfin de faire des allers-retours entre le Non. privé et le public. Il faut l'éviter. Sans rester neutre, justement, c'est pas possible pour vous? Eh bien, je pense que c'est difficile. Parce que forcément, et c'est la définition même du conflit d'intérêts. Vous savez, le conflit d'intérêts, c'est pas le fait d'être pas gentil. C'est pas le fait de dire, je vais utiliser ce que j'ai appris à Monsanto pour le mettre en œuvre au ministère de la Santé. C'est pas ça. C'est d'être en situation de voir son jugement altéré parce qu'on a été, je dirais, de l'autre côté. En situation uniquement. C'est ça, le conflit d'intérêts. Ce qu'il faut, c'est éviter au maximum les conflits d'intérêts. Moi, je ne suis pas pour interdire le fait que les fonctionnaires puissent changer. Mais il faut qu'au bout de 3 ou 6 ans, ils choisissent. Parce qu'on se Ça veut dire retrouve quoi? dans Une fois des qu'on choisit une situations... voie dans le privé, on ne peut pas aller Au justement bout de dans 3 le ou public. 6 ans. C'est la proposition qui a été faite au Sénat par la commission d'enquête de l'année dernière. Donc il y a un rapport que dont je vous invite à prendre connaissance, qui permet de dire évidemment qu'on peut avoir envie de changer de vie, on a une opportunité, on le fait. Et puis qu'on puisse au bout de 3 ans renouveler. Mais après, il faut que ça se termine parce qu'on se retrouve dans des situations où on est fonctionnaire, on écrit une norme, après on passe dans l'entreprise privée qui l'applique. On se rend compte que c'est pas terrible pour l'entreprise privée. On retourne dans le public, on réécrit la norme qui correspond aux besoins de l'entreprise privée, puis après on retourne dans l'entreprise Donc privée. pour vous, le public Attention. et le privé, ça sera toujours opposé. On peut pas en fait combiner les deux. Enfin, en tout cas, pour une carrière Mais quand- professionnelle. Alors, je crois que c'est un sujet dont on va parler après. Mais quand on voit comment aujourd'hui, et c'est pas une question de gentil et de méchant, c'est pas que c'est un système qu'il faut empêcher de se mettre en place, où effectivement il y a une confusion entre l'intérêt général de garantir la santé,
de garantir un certain nombre de choses qui sont essentielles à la cohésion sociale et les intérêts privés. Quand vous vous dites peut-être que je vais pouvoir me faire recruter et gagner 4 fois plus, forcément peut-être malgré vous, même si vous êtes quelqu'un d'honnête intellectuellement, ça peut vous faire évoluer. Donc il faut éviter au maximum ce genre de choses. Donc vraiment, je dirais, mettre des frontières très claires, des possibilités de bouger, mais les limiter et surtout veiller à ce que les conflits d'intérêts soient impossibles. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore entendu parler notamment de la suppression des 120 000 postes de fonctionnaires qu'Emmanuel Macron annonçait pendant sa campagne. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est une prise de conscience enfin de l'État que les fonctionnaires sont peut-être plus importants qu'ils ne le pensaient ? Je pense que d'abord, c'est difficile à faire. Et justement parce qu'il y a un statut. Il y a un statut et que c'est pas évident de supprimer les postes si les gens ne partent pas. Donc là, écorner ce statut, ça va être aussi permettre à l'État d'avoir une gestion budgétaire plus souple. Pour l'instant, l'État a dit qu'il ne touchait pas au statut du fonctionnaire. Oui, mais si vous embauchez le même nombre de personnes, mais que vous en avez un pourcentage, 50% seulement qui sont sous statut, donc on ne peut pas licencier comme ça, et 50% qui sont contractuels, ça veut dire que vous allez augmenter les contractuels, donc vous pouvez cesser le contrat. Donc cette réforme, à terme, elle va vraiment supprimer 120 000 postes pour vous ? Non, je ne dis pas que cette réforme va supprimer 120 000 postes. Je dis que rendre plus souple le statut des fonctionnaires, c'est aussi permettre à l'État, de manière beaucoup plus simple, de tailler dans les postes de fonctionnaires que ça ne l'est aujourd'hui. C'est pas la réforme qui le permet, mais c'est ce qu'elle met en place comme en termes de gestion. Est-ce que ça va pas permettre justement aussi de faire en sorte que la fonction publique participe à l'effort national, parce que les Français, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils sont 6 sur 10 à dire aujourd'hui que les fonctionnaires ne participent pas assez à l'effort. Donc est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme de la fonction publique, elle va enfin permettre aux fonctionnaires de participer à cet effort que les Français demandent à la fonction publique? Alors les fonctionnaires, ils participent à l'effort parce que en fait, leur salaire n'augmente pas, donc ils ont perdu en pouvoir d'achat depuis une dizaine d'années, sauf je crois il y a eu 2 petites augmentations en fin de donc ça veut dire quoi, les Français ils ont trop de préjugés encore sur la fonction publique. Et les Français ils disent ça, mais d'un autre côté ils disent qu'ils veulent du service public et du service public de proximité. Mais pour faire du service public, il faut des fonctionnaires. Merci Sophie Tallier-Polian. Et merci à vous Yanis Darras. Fréquence ESJ. Dans quelques instants, dans 20h l'invité, nous reviendrons toujours avec notre invitée, la sénatrice Sophie Tallier-Polian, sénatrice Génération du Val-de-Marne. Nous reviendrons sur le référendum sur la privatisation des aéroports de Paris, mais également sur les élections européennes J-12 avant le scrutin. C'est dans quelques instants sur Fréquence ESJ, juste après Sam Smith et Normani, Dancing with a Stranger. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, 20h34 en direct dans 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction de Fréquence ESJ avec notre invitée, la sénatrice Génération du Val-de-Marne, Sophie Tallier-Polian. Et nous parlions il y a quelques instants de la réforme du service public, par la place maintenant, au débat autour de la privatisation des aéroports de Paris qui continue de faire rage, alors que le Conseil constitutionnel a autorisé la mise en place d'un référendum d'initiative partagée. La tâche reste compliquée pour l'opposition. Et est-ce qu'on peut vraiment y croire justement à ce référendum d'initiative partagée ? On a fait le choix d'y croire et de se bagarrer pour obtenir les 4,7 millions de signatures nécessaires, ce qui ne sera pas simple. Ça représente quand même 1/10 des électeurs aujourd'hui. Ce qui ne sera vraiment pas simple. France. De toute façon, ce référendum a été mis dans la Constitution pour répondre un peu à une demande, mais tout en verrouillant bien les choses pour que ce soit très difficile. Donc c'est très difficile. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer parce que de toute manière, même si on n'arrive pas au 4,7... Vous croyez que les électeurs ils seront au rendez-vous justement ? Parce qu'au final, les aéroports de Paris, ça concerne avant tout l'Île-de-France et pas finalement l'ensemble de la France. Non. Certains électeurs ne peuvent se sentir concernés par ce référendum. Oui, mais alors beaucoup de personnes qui habitent dans toutes les régions de France savent que pour aller dans tel ou tel pays du monde, ils sont obligés de passer par Paris. Donc déjà, ils ont un petit attachement aux aéroports de Paris. Deuxièmement, le fret passe presque en intégralité à Charles de Gaulle. Donc c'est un petit peu des sujets nationaux et c'est justement aussi ce qu'on a voulu dire au gouvernement quand il se réfugiait sur le fait que c'était un service public, certes, mais qui n'était pas d'intérêt national. Nous pensons que c'est un service public d'intérêt national. Je pense que les Français, ils sont aussi complètement atterrés par ce qui s'est passé sur les autoroutes et que donc là, de voir qu'on va à nouveau brader une entreprise publique qui marche, qui rapporte de l'argent à l'État, qui a des capacités de développement à une entreprise privée, mais qui va aller faire ses choux gras avec ça, je pense que ça plaît pas aux gens. Justement que peut-être l'État n'est pas capable de répondre à l'augmentation notamment du trafic aérien. Mais il est tout à fait capable de le faire. D'ailleurs, le directeur général d'ADP n'était pas demandeur pour développer l'entreprise de cette privatisation. Donc on peut attendre quoi justement de ce référendum maintenant ? Est-ce que on va enfin pouvoir voir vraiment cette privatisation remise en question par les électeurs ? On n'a rien sans rien, donc il va falloir se mobiliser.
pour aller convaincre les électeurs de signer, ce qui n'est pas une mince affaire parce que pour signer, il faut laisser sa carte, enfin, faut laisser une preuve de son identité. C'est pas une signature comme sur une pétition devant une gare ou etc. Cela dit, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc j'appelle moi à ce que les électeurs puissent participer à cela et montrer ainsi que eh bien une initiative d'origine citoyenne, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui montaient de la population sur cette question, elle peut aboutir. Et si ça n'aboutit pas, ça montrera que ce dispositif constitutionnel ne peut pas fonctionner et donc il faut décidément en inventer un autre. Mais aujourd'hui, on parle quand même d'une durée d'un an et demi peut-être maximum avant d'avoir enfin une réponse sur ce référendum. Est-ce que ça va pas être trop long? Est-ce que ça ne va pas justement pousser les électeurs à se dire que ça ne sert à rien? Écoutez, je pense que s'il y a beaucoup de gens qui signent petit à petit, non, on a intérêt à avoir un petit peu de temps devant nous pour récolter les signatures. Et puis, qui ne tente rien n'a rien. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à se mobiliser depuis je ne sais combien de samedis pour un peu plus d'égalité et de justice sociale. Et là, il est vraiment question aussi des biens communs. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous y croyez tout simplement à ce projet de privatisation des aéroports de Paris? Je crois à ce projet, non, pas du tout. Je pense qu'il est extrêmement néfaste. Parce que je pense que, en fait, c'est une façon pour le gouvernement de réduire de manière, je dirais, assez factice, la dette de l'État. Et que pour ce faire, il vend les bijoux de famille. Une entreprise qui fonctionne et qui rapporte de l'argent à l'État chaque année. Il a inventé un truc de financement, de l'investissement novateur, etc., etc. Mais en fait, on voit bien que ce que rapporte aujourd'hui ADP, ça équivaut aux besoins pour financer cette économie innovante. Donc en réalité, on va vendre, on va garder le capital, ça va nous permettre de nous désendetter puisqu'on aura cet argent en stock et on va le faire fructifier pour payer l'innovation. Donc en fait c'est un tour de passe-passe parce que le gouvernement il craint quoi? Il craint qu'on atteigne les 100% de dette sur le montant du PIB. Et pour lui ce serait l'horreur. Justement d'atteindre 100% de dette. Mais pas si on a des actifs en face. Si on n'a rien en face, si vous n'avez que de la dette, mais vous n'avez pas de maison, là vous êtes vraiment embêté. Mais si vous avez un actif, si vous avez quelque chose qui vous appartient et qui est quelque chose qui a de la valeur, alors votre dette elle est saine. On est toujours dans la mesure de la dette en faisant abstraction de ce à Donc quoi ça correspond. Donc aujourd'hui l'État ne réfléchit pas de la bonne façon, de la bonne manière? Non, je pense que l'État ne réfléchit pas de la bonne manière. D'abord, il fait un coup de com' pour essayer d'éviter d'atteindre 100% parce qu'il se dit que c'est un chiffre qui va faire peur aux gens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... Ça ne vous fait pas peur alors 100% de dette, même si on a des actifs en face. Alors moi, je suis pas pour dire qu'on peut augmenter la dette à tout va et pour faire n'importe quoi. Mais cela dit, vouloir la réduire de manière factice, juste pour pas être sur un chiffre. Moi je suis pas quelqu'un qui suis fétichiste des chiffres. Je pense qu'il faut regarder les réalités et que les chiffres souvent elles cachent plus les réalités qu'elles ne les montrent. Alors forcément Bruno Le Maire, pour lui ce projet c'est une bonne façon pour l'économie française, en tout cas de dynamiser l'économie française. Et l'État a promis d'ailleurs qu'aucune procédure de privatisation ne serait engagée tant que le RIP sera d'actualité. Est-ce qu'on ne va pas justement maintenant rentrer dans une campagne entre le gouvernement et l'opposition? Est-ce qu'on ne peut pas craindre aussi des fake news peut-être des deux côtés pendant cette campagne? Écoutez, déjà j'aimerais bien que le gouvernement arrête les fake news en disant des choses fausses du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères. Moi je crois que le débat en démocratie c'est essentiel. Continuons à débattre là-dessus. Je suis heureuse de voir que tant que ce dispositif de RIP est encore en cours, la privatisation ne sera pas faite. C'est une bonne chose que le gouvernement entende que cette démarche doit être respectée. Donc maintenant il faut que les Français, se mobilisent et on appelle les Français à se mobiliser autour de cette question qui est importante. Merci Sophie Tallier-Polian. Merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Le géant Monsanto, fabricant de l'herbicide Roundup, a fiché des centaines de personnalités par rapport à leurs opinions sur le glyphosate, notamment des journalistes et des politiques. C'est le journal Le Monde qui a eu accès à un document créé en 2016 par un cabinet de lobbying pour l'agrochimiste américain en plein débat sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Antoine Lermite. Bonsoir Sophie Tallier-Polian. Vous avez voté pour l'interdiction du glyphosate. Est-ce que vous êtes dans ce fichier? Vous êtes au courant? Alors je pense pas que je suis dans ce fichier puisque je n'étais pas parlementaire au moment où ils l'ont établi. Ça vous choque que Monsanto fasse un tel fichage? C'est totalement illégal, bien sûr que c'est choquant. Après faut pas se leurrer, Les lobbyistes, ils sont extrêmement organisés. C'est une pratique qui est courante selon vous? J'espère que non, mais en même temps, leur travail, c'est de voir qui est pour, qui est contre, qui est influent, qui ne l'est pas, pour essayer d'aller faire changer la vie des gens.
par toutes les méthodes possibles d'ailleurs, puisqu'on le voit sur les questions du glyphosate. On se souvient notamment au Parlement européen des députés européens, notamment Guillaume Balas, qui avait levé le lièvre de copier-coller fait entre de la propagande de Monsanto et des rapports de la Commission européenne pour voir s'il fallait interdire ou pas. Donc de toute manière, ne nous leurrons pas. Les lobbies, ils sont extrêmement organisés et ils vont pas c'est au millimètre. Donc malheureusement, c'est illégal et je trouve que c'est scandaleux, mais cela ne m'étonne pas. Il faut voir la puissance de feu qu'ils mettent en œuvre pour 20 000 lobbyistes à Bruxelles. Rien que pour influencer les décisions. Pour vous, c'est le lobbying en lui-même qui moralement est choquant, qui ne devrait tout simplement pas exister ? Alors pour moi, il doit être extrêmement encadré. Notamment, les dépenses doivent être limitées. Un plafond de dépenses des lobbies ou par entreprise. Deuxièmement, il faut que quand un lobbyiste rencontre un parlementaire ou un gouvernement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire l'autre voix, des ONG ou etc., pour avoir un débat argumenté et contre-argumenté, et surtout que ce soit transparent. Il y a un registre des lobbies et visiblement, il n'est toujours pas à jour. Nicolas Hulot avait lui-même dénoncé le poids des lobbies dans les lieux de pouvoir. Est-ce que pour vous, c'est impossible aujourd'hui d'échapper aux lobbies, de ne pas être influencé, même indirectement ? Non, je pense que c'est possible de ne pas se laisser influencer, mais il faut pas se voiler la face. Il y a des moyens énormes qui sont mis de manipulation de l'opinion, et donc il faut être extrêmement vigilant. Et puis il faut avoir ça en tête dans toutes les réformes qu'on fait, de bien justement dissocier ce qui relève de la science, ce qui relève de la communication, ce qui relève de la décision de l'intérêt général ou de l'intérêt privé, c'est quelque chose qu'on doit avoir constamment en tête. Sur la question du glyphosate, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait le supprimer sous 3 ans. Est-ce que vous pensez que c'est faisable et est-ce que ce sera enfin fait ? Moi, je pense qu'il faut le supprimer immédiatement. Immédiatement ? Mais pourquoi la France ne le fait pas alors ? La France ne le fait pas parce que d'une part, je pense que les entreprises Monsanto qui commercialisent sont à pied d'œuvre, et je pense aussi qu'il y a dans ce pays un certain nombre d'agriculteurs qui ne voient pas leur intérêt propre à changer radicalement le modèle de notre agriculture. Mais d'un point de vue politique, est-ce que c'est crédible de croire sous 3 ans, on pourra suspendre justement l'utilisation du glyphosate quand on voit la puissance des lobbies aujourd'hui et le manque d'encadrement parfois dont ils bénéficient ? J'utilise le terme volontairement. C'est possible puisqu'on peut le voter. Et le vote suffirait, selon vous, aujourd'hui ? Oui, je pense que ça suffirait. Après, il faut mettre en place des contrôles. Quand on ne fait pas les interdictions et qu'on affaiblit les moyens de contrôle, alors évidemment, là, l'État, je dirais, parle sans vraiment vérifier les choses et s'impuissante lui-même. Par exemple, sur les questions du travail, si vous alourdissez la loi mais que vous enlevez les inspecteurs du travail, c'est sûr que ça ne sert à rien. Mais il faut à la fois être dans les interdictions claires pour préserver la santé des gens, c'est quand même la santé des agriculteurs au premier lieu, des habitants autour, et préserver aussi l'environnement, bien sûr, dont il s'agit. On ne parle pas de petites choses là. Mais pour l'instant, sur le glyphosate, il n'y a pas de consensus scientifique sur la question du glyphosate. Mais il n'y aura jamais de consensus scientifique. Parce qu'il y aura toujours un certain nombre de gens pour prendre des déclarations, les mettre dans un autre sens et dire vous voyez, il y a un doute. Mais il y a le principe de précaution. C'est censé être des organismes indépendants qui donnent. Censé, vous l'avez dit vous-même. Pour vous, il n'y a pas d'indépendance. Mais vous avez vu aussi dans les dernières révélations du Monde sur Coca-Cola, encore un autre exemple où on paye des choses à un certain nombre de scientifiques, on prend des bouts de certaines études, on les mixe avec d'autres et on en tire des conclusions qui vont bien avec les intérêts de Coca-Cola. Donc comment apporter plus d'indépendance ? Comment apporter plus d'indépendance ? Déjà, arrêtez de nous raconter tout le temps que financer la recherche aussi avec le privé, c'est formidable. Parce que non, c'est pas formidable. Là, ça reboucle avec ce dont nous parlions tout à l'heure. Les fonctionnaires, ils doivent garder leur indépendance par rapport aux puissances de l'argent. Et comment faire si notamment les chercheurs sont tout le temps en train d'aller chercher de l'argent pour financer leurs recherches ? À un moment donné, les entreprises qui ont intérêt à influencer sur le résultat des recherches, elles sont pas stupides. Elles mettent de l'argent et c'est exactement ce qui s'est passé sur Coca-Cola avec un certain nombre d'associations ou de fausses organisations pseudo-scientifiques qui sont financées par Coca-Cola et puis
après financent des projets de recherche et après les utilisent à leur sauce Donc, et pour à vous, leur sang et tant à leur qu'il n'y intérêt. aura pas un financement massif des États pour la recherche, il y Mais aura bien toujours une espèce de comment dire de collusion Possible. entre On les est dans une entreprises. situation où on a des multinationales qui pèsent en termes de chiffre d'affaires bien plus que nos propres États, qui sont les États parmi les plus puissants de la planète. Il faudrait quand même qu'on ait ça en tête. Il y a même un certain nombre de pays qui sont en train de mettre en place des ambassades avec les géants du numérique. Il faut prendre conscience du poids extrêmement important et il faut que les États se réarment face à cela. Comme dans les années 30, il y a eu les lois antitrust, c'est pas non plus la science-fiction dont je parle. Dans les années 30, il y a eu des lois antitrust pour empêcher que des entreprises ne deviennent trop grosses et justement soient suffisamment grosses pour faire peur aux États. Donc il faut maintenant qu'on fasse la même chose et il faut qu'on le D'ailleurs, fasse au niveau européen. Monsanto a été racheté par Bayer, qui à la base est un fabricant de médicaments. Vous trouvez pas que c'est un peu spécial quand même d'avoir un fabricant de médicaments qui est aussi s'occupe de la confection de pesticides? Vous savez, la chimie, c'est fantastique. L'important, c'est de faire de l'argent, non? Merci. Ce sera Sophie sur ce mot-là. Taillé-Polion. Merci Bastien Cochet. Fréquence ESJ. Dans quelques instants, ce sera la dernière partie de 20h l'invité avec notre invitée, la sénatrice Génération, Sophie Taillé-Polian, qui est avec nous ce soir jusqu'à 21h. Nous reviendrons donc sur les élections européennes, J-12 avant le jour du scrutin. Et nous terminerons l'émission comme chaque semaine avec l'agenda politique de la semaine. Tout ça, c'est dans quelques instants, juste après Avicii avec SOS. Fréquence ESJ. Vous êtes dans la dernière partie de 20h l'invité. Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints maintenant. Les élections européennes sont dans moins de 2 semaines. La République en marche et le Rassemblement national sont toujours en tête des sondages. L'abstention s'annonce très élevée comme lors des scrutins européens précédents. Selon un sondage de Harris Interactive paru aujourd'hui, la liste de Génération serait créditée de 2,5% d'intention de vote. On en parle avec vous, Sophie Taillé-Polian, mais aussi avec Bastien Cochet. La bataille est pas perdue d'avance, selon vous? Dans le cas de Génération. Non, mais la bataille n'est jamais perdue d'avance. Et puis surtout que les sondages qu'on a sont quand même sur des échantillons très petits. Donc pour vous, on peut s'attendre à un meilleur score lors des élections? La campagne, elle commence aux yeux des Français. On voit qu'il y a quand même un début d'intérêt qui se manifeste. Donc je pense que les gens ils vont s'interroger, ils vont prendre leur décision là dans les jours qui viennent. Pour vous, l'abstention qui avait déjà été très forte lors des dernières élections européennes, elle sera encore aussi forte parce que c'est un scrutin qui peine à intéresser la plupart du temps les électeurs? C'est sûr qu'en France, on est un pays particulier où on prend ces élections complètement par-dessus la jambe, ce qui est hallucinant parce que quand on voit justement, on parlait des lobbies tout à l'heure, les millions d'euros que les lobbies dépensent à Bruxelles, moi je peux vous dire que je suis beaucoup moins sollicitée par les lobbies que mes collègues députés européens parce qu'il y a beaucoup de pouvoir au Parlement européen. Mais alors, comment intéresser les Français à ce scrutin? Comment leur faire comprendre qu'il y a beaucoup de décisions très importantes, même pour la législation française, qui sont prises à Bruxelles? C'est ce qu'on essaye de faire et puis aussi de dire aux Français qu'il faut qu'ils fassent attention au moment de leur vote à ce pour qui ils votent, de ne pas prendre des gens qui disent être sur une ligne à Paris et puis qui font autre chose quand ils arrivent à Bruxelles parce que l'Europe elle a souvent bon dos. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire dans le cadre des traités actuels et qu'il faut faire pour mettre enfin en marche une Europe sociale et qui prenne vraiment la mesure de l'urgence écologique. Et c'est ce que nous on propose. Mais pour cette élection, la gauche paraît plus désunie que jamais. Il y a beaucoup de listes de droite aussi. Oui, mais la gauche, on a quand même 3 partis d'extrême gauche, 2 écologistes, 2 partis socialistes. Est-ce que vous tuez pas vous-même en ne faisant aucune alliance? Alors bien sûr que l'union aurait été tout à fait positive avec un certain nombre de partis, notamment je pense aux Verts, je pense au Parti communiste, je pense voilà. Mais bon, les choses, elles en sont ainsi. Nous, on avait proposé une votation citoyenne pour que les citoyens qui puissent se ressentir de gauche puissent dire, voilà, dans le panel présenté, voilà notre choix 1, notre choix 2, notre choix 3. Ça nous aurait permis de constituer une liste où tout le monde aurait eu sa place en fonction de ce que souhaitaient les citoyens et d'avancer tous ensemble. Ça n'a pas été possible parce que globalement, les vieux appareils politiques n'ont pas souhaité prendre ce risque-là. Nous, on le regrette énormément. C'était une guerre d'ego entre les différentes têtes de liste? Je pense, moi, je veux jamais réduire la politique à de l'ego parce que souvent,
souvent il y a quand même des vraies divergences de lignes politiques. Quand on voit aujourd'hui Yannick Jadot qui commence à dire que le statut des fonctionnaires, le rapprocher du privé, c'est pas grave, qui fait un certain nombre de déclarations selon lesquelles les questions qui concernent la gauche ne le concernent pas. Bon, je vois que là, il y a une vraie divergence. Que va faire Yannick Jadot une fois au Parlement européen? Est-ce qu'il va être dans un groupe qui va s'allier avec les macronistes, les libéraux, la droite, pour, comme toujours, ce qu'on fait à Bruxelles, je dirais, avoir une cogestion. Mais c'est cette cogestion qui fait monter les extrêmes partout en Europe. Parce que cette cogestion, elle arrive à des compromis mous qui ne répondent pas aux besoins sociaux et aux urgences écologiques. Alors, comment créer une vraie dynamique de la gauche européenne, au niveau européen ? Nous avons constitué et écrit un programme avec des partenaires européens. C'est-à-dire que notre programme, il correspond à la virgule près au programme de nos amis en Grèce, de nos amis en Allemagne, etc., etc. Pourquoi ? C'est parce que il faut pas arriver avec son petit programme franco-français puis après se rendre compte qu'à Bruxelles ça passe pas. Donc il faut construire des solutions européennes parce que la réponse aux grandes questions, aux questions majeures, elle se situe au niveau européen. Au niveau de l'abstention, on craint aussi une grande abstention du côté des jeunes. Les jeunes vont de moins en moins aux urnes. Comment est-ce qu'on peut réintéresser les jeunes à la politique et à ces élections européennes qui vont... L'Europe, ça va être le futur des jeunes. Bien, je sais pas comment faire. Si je savais, ce serait bien. Mais en tout cas, moi j'appelle les jeunes à vraiment se dire que quand vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. C'est un peu une vieille formule, mais en même temps c'est quand même très vrai. Et que il faut pas se résigner, il faut pas être dans la résignation. La société aujourd'hui, elle répond pas aux valeurs que n'importe quel individu sain et normal a envie de prôner, la fraternité, le partage. Mais c'est pas perdu. Et que la jeunesse, elle doit se mobiliser et elle nous montre quand même aujourd'hui à travers le monde une sacrée capacité de mobilisation, notamment sur les enjeux climatiques. On sent que ça monte, donc moi je crois que la jeunesse quand même elle a des choses à dire et il faut qu'elle puisse le dire. Mais la gauche c'était symboliquement le terrain des jeunes. Vous le vivez un peu comme un échec d'avoir perdu les jeunes dans la gauche? Je suis pas sûre qu'on ait perdu les jeunes dans la gauche. Je pense aussi que la difficulté, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus de confiance dans la parole politique. Et qu'il faut renouer maintenant pour renouer avec la confiance avec les électeurs et les jeunes particulièrement, c'est d'être plus clair et constant sur ses positions et cohérent. C'est pour ça que l'union, oui, mais pas l'union sur n'importe quelle base, et notamment pas l'union avec le Parti Socialiste ou Raphaël Glucksmann, qui vont dire il faut absolument l'Europe sociale quand ils sont à Paris, mais qui vont s'allier avec la droite européenne quand il va falloir voter pour la Commission européenne ou voter les budgets. Donc, il faut, je crois, pour convaincre les jeunes et les moins jeunes, il faut renouer avec la confiance et pour ça, il faut de la clarté, de la sincérité et de la constance. Merci Sophie Taillé-Polian. Et merci à vous Bastien Cochet. C'est tout de suite. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, 20h57. Avant de terminer cette émission, Sophie Taillé-Polian, c'est l'agenda politique de la semaine, le ou les événements qui vont marquer l'actualité politique à venir. Et cette semaine, forcément, début de campagne oblige. Les têtes de liste sont elles aussi justement en campagne. À la lutte en tête des sondages, Nathalie Loiseau et Jordan Bardella seront respectivement à Cergy, à Fessenheim jeudi. Marine Le Pen sera d'ailleurs présente pour le compte du Rassemblement National. Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy seront eux en meeting à Bordeaux vendredi. Sophie Taillé-Polian, le scrutin aura lieu dans un peu plus de 10 jours. On en a brièvement parlé avec Bastien Cochet il y a quelques instants. Les premiers spots télévisés sont diffusés depuis aujourd'hui. Une campagne, justement, on a parlé du taux d'abstention un petit peu, dans des termes assez simples. Une campagne, en quoi ça change les sondages qui sont déjà là depuis publiés depuis quelques semaines maintenant? Comment une campagne peut modifier des sondages? Mais écoutez, je pense qu'une campagne, c'est d'aller voir les gens, c'est de discuter avec eux. À Génération, on a des centaines, des milliers de militants qui, chaque soir, donnent des tracts, discutent avec les gens, font du porte-à-porte. Et je pense que ça fonctionne et que ça a un réel impact et qu'il faut réinstituer un débat simple, sincère, cohérent, clair, avec les citoyens. Donc oui, ça marche une campagne. Ça marche quand on a un certain nombre d'idées nouvelles et qu'on répond aux aspirations des gens. Est-ce que vous pensez avoir avec Génération aujourd'hui des idées nouvelles, de nouvelles aspirations?
inspirations? Des idées nouvelles, je crois qu'on les porte et qu'elles sont importantes pour l'avenir de la gauche. Après, c'est vrai aussi que les règles qui sont mises en œuvre, qui ont aujourd'hui dans le débat démocratique, pêchent. Et qu'on a un problème, on n'a plus du tout d'égalité dans les temps de parole qui sont distribués. Et ça, c'est un problème pour que les citoyens puissent vraiment prendre leurs décisions en toute conscience. Ça, je le regrette fortement qu'on soit dans cette situation. Mais malgré cela, je crois quand même beaucoup à la discussion et à l'échange et à la capacité de conviction. Samedi aura lieu plusieurs marches contre le groupe Monsanto-Bayer en France, au Canada et en Suisse. Le groupe, on en parlait tout à l'heure, a été condamné hier à verser 2 milliards de dollars à un couple d'Américains atteints d'un cancer attribué à son désherbant au glyphosate. Fin mars, Monsanto avait déjà été condamné à verser 80 millions de dollars à un septuagénaire atteint d'un lymphome. Sophie Taillé-Polian, une marche comme celle-ci, samedi, vous irez ? Écoutez, je serai en campagne aux côtés de Benoît Hamon pour aller dans les quartiers populaires, là où l'abstention est la plus forte, pour essayer de dire aux habitants que cette élection, elle doit les intéresser parce qu'il y a des décisions qui les concernent qui seront prises, mais j'essaierai quand même de faire un saut à cette marche. D'accord, et donc vous seriez allé à une marche comme ça, merci. Bien sûr. Merci Sophie Taillé-Polian. Fréquence ESJ. 20h59 sur Fréquence ESJ, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Sophie Taillé-Polian, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes sénatrice Génération du Val-de-Marne et vous serez donc aux côtés de Benoît Hamon pendant la dizaine de jours de campagne qu'il reste avant les élections européennes, le scrutin qui aura lieu donc le 26 mai prochain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de Fréquence ESJ dès demain 7h à l'actuel, Jérémy Garlot et Florian Pierrat. Et demain à partir de 20h, c'est Storytelling, l'émission culturelle de Fréquence ESJ, présenté par Lucas Pierre. Quant à nous, on se retrouve évidemment dès la semaine prochaine, tous les mardis de 20h à 21h. C'est 20h l'invité. Excellente semaine à tous. Fréquence ESJ.